Dans l'extrait qui va suivre, retrouvez l'intervention du directeur de recherche au CNRS, Sébastien Michon, invité à la table ronde Conservatisme en action, dans le cadre de l'axe 1 de réflexion, le Parlement européen et la droite radicale, stratégie de vote européenne et nationale. Sébastien Michon, donc directeur de recherche au CNRS ici à Sage, à Strasbourg. Je ne suis pas un spécialiste des votes à l'extrême droite, etc. Mais je travaille sur le Parlement européen. Et j'ai une chaire E.T. Makers, qui a déjà été citée tout à l'heure, qui s'appelle Parlement européen 2024, et je vais vous présenter quelques éléments. Alors, moi, je vais plutôt me charger de poser un peu le décor. Jérôme parlera plus directement des votes, et Guillaume nous fera rêver sur un changement. Bref. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, mais pour poser et planter le décor, je vous propose de revenir un peu aux résultats des élections de 2024. Donc, les élections en France ont été très vite oubliées, puisque le soir même, on a eu une dissolution, mais ces élections ont quand même été riches d'enseignements. Donc on a cette composition du Parlement européen, et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de bleu et puis on a même un peu de noir au bout. Les résultats de ces élections, on a une gauche qui est fortement minoritaire, puisque vous avez là les trois groupes de gauche, The Left, là où il y a par exemple les élus de la France insoumise, SND, les socialistes, et les Verts qui représentent en gros 33%. 33%, c'est pas beaucoup, c'est moins que précédemment. L'autre information, c'est que même avec les élus du groupe Renew Europe, qui est centre-droit, c'est là où on retrouve les élus proches, enfin soutiens d'Emmanuel Macron, il n'y a plus de majorité. Donc on voit très bien qu'il y a une majorité assez importante de groupes de droite et d'extrême droite. Et ça, c'est l'un des résultats, c'est la forte montée des groupes d'extrême droite. Il y en a deux, voire trois, puisque ECR, en fait, est composé d'élus issus de partis de droite, mais aussi d'extrême droite. Donc on a des ultra-conservateurs. Donc ça, ce sont les résultats. Juste pour rappel, vous voyez, là, on a quand même ce petit basculement vers la droite. Alors, je vous présente rapidement ces trois groupes parlementaires d'extrême droite. Alors, le premier, les Patriotes pour l'Europe. Donc, c'est un gros groupe, puisqu'il représente la troisième force politique, 85 députés, 12% des sièges, c'est pas anodin. Jordan Bardella, vous connaissez, c'est le président. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Rassemblement national est la première force au sein de ce groupe. 36% du groupe, 29 députés RN. Et là, on a une alliance intéressante. Le Fidesz a déjà été cité, de Viktor Orban, qui est donc passé du PPE à ce groupe des Patriotes pour l'Europe. On retrouve aussi la Ligue de Matteo Salvini, le FPÖ autrichien, le Vlaams-Belang, parti d'extrême droite présent au Parlement depuis de plusieurs législatures. Les thématiques fortes, elles sont classiques à l'extrême droite, souveraineté des États. Donc on n'a pas du tout un groupe pro-européen, ça on le savait. Lutte contre l'immigration légale, promotion de la famille traditionnelle. Alors là on est sur des valeurs. On a parlé d'avortement, etc. avant. En fait, ça fait très directement référence à ce type de valeurs. Et opposition à l'aide militaire à l'Ukraine. Ce sont ça les principales thématiques qui reviennent dans la campagne et qui fondent un peu l'unité. Mais alors, puisque c'est assez variable entre les partis présents ici, mais c'est ce qui fonde un peu l'unité de ces différents partis du groupe Patriotes pour l'Europe. Le deuxième groupe, plus petit, 25 députés. En fait, c'est un groupe qui est vraiment la limite de l'existant, puisqu'il faut avoir 25 députés et qui représente un quart au moins des pays du Parlement, présents au Parlement. Donc, ils sont vraiment à la limite. 25 députés, ils ont réussi à construire ce groupe. Et là, l'AfD a aussi été cité. C'est vraiment le groupe monté par l'AfD.
l'AfD qui est majoritaire, hein, 56% des élus présents dans ce groupe. On retrouve des élus polonais, bulgares et une française, une seule, Sarah Knafo, qui est la collaboratrice, l'ancienne collaboratrice d'Éric Zemmour, qui était sa responsable de campagne et qui est la seule en fait de la liste Reconquête à ne pas avoir été exclue en fait de Reconquête et donc qui se retrouve dans ce groupe. C'est un groupe qui va être situé encore plus à l'extrême droite finalement que les Patriotes. Et il a une histoire. Alors on peut se dire, tiens, l'extrême droite va s'allier, va se réunir, etc. Mais en fait, ils ont du mal à s'entendre et il y avait des dissensions entre le RN et l'AfD. Déjà avant les élections de 2024, il y avait une difficulté de positionnement puisque l'AfD avait un discours beaucoup plus offensif que le RN qui cherchait finalement à s'éloigner d'un certain nombre de thématiques ou d'une image trop à l'extrême droite. Et le point de rupture, c'est la citation de Maximilian Krah, la tête de liste aux européennes de l'AfD, qui a été élu au Parlement européen, mais qui depuis a été élu aussi au Bundestag, donc siège au Bundestag, qui a dit qu'un SS n'était pas automatiquement un criminel. Et donc Jordan Bardella a saisi finalement cette citation pour dire, voilà, nous ne siégerons pas avec l'AfD dans le même groupe, ce n'est pas possible. Donc l'AfD après a négocié pour essayer de constituer un groupe à part pour ne pas figurer dans les non-inscrits. Et donc ils ont trouvé, on finit toujours par trouver, puisque l'extrême droite pousse en Europe, on finit toujours par trouver des alliés. Donc les thématiques sont assez proches, hein. Souveraineté, identité des nations, lutte contre l'immigration légale. On retrouve aussi ça hein, au PPE, hein. Donc c'est vraiment une thématique qu'on va retrouver un peu partout, à droite et à l'extrême droite. Opposition à l'aide militaire à l'Ukraine, lutte contre le pacte vert européen. Alors c'est pas cité précédemment, mais en fait c'est aussi très présent, ce qui inquiète beaucoup d'ONG, enfin on y reviendra. Et lutte contre l'islamisation des nations, c'était juste pour la petite citation de Sarah Knafo, qui dit les choses un peu plus directement peut-être que d'autres, mais bon, voilà. Donc on est vraiment sur les mêmes finalement thématiques, et c'est là où quelque part par rapport au vote, on peut avoir des convergences, parce que justement sur tout un tas de dossiers, ils vont se retrouver l'opposition à l'aide militaire à l'Ukraine, voilà. Il y a toute une frange de députés pro-russes qui font attention à ça. Je vous ai gardé le CR pour la fin. Donc c'est un vieux groupe, hein, c'est vraiment un groupe traditionnel. Pendant longtemps, on avait les conservateurs britanniques, qui n'est plus la troisième force, mais la quatrième, mais n'est pas très loin des Patriotes, hein, 78 députés, qui est fortement marqué par la délégation italienne des Frères d'Italie, le parti de Giorgia Meloni, et qui est également fortement composé alors ça de longue date, hein, des députés issus du parti Droit et Justice, le parti polonais. Donc on retrouve une coprésidence avec un Polonais et un Italien. Et donc la petite surprise, alors on voit des délégations issues donc Roumanie, des Belges, enfin des Flamands, et on a les 4 élus de Reconquête, ceux qui ont été exclus puisqu'ils n'étaient pas d'accord sur la stratégie à suivre pour Reconquête. Mais ce sont des personnages assez connus dans le champ politique français, puisqu'on retrouve Nicolas B, qui en fait a tout un parcours, mais qui a surtout été au Front National, qui à un moment est passé au MNR, mais a été député européen pendant plusieurs législatures. Marion Maréchal Le Pen, hein, qui a été député à l'Assemblée nationale précédemment. Guillaume Pelletier, alors, qui a un super parcours, puisqu'il a commencé au Front National, il est passé au MNR, il est passé au Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, il a ensuite monté la droite forte à l'UMP, il a été député UMP, mais il a quitté l'UMP et finalement il a rejoint, il doit y avoir quelques petites étapes entre-temps, il a rejoint Éric Zemmour. Et pour finir, Laurence Trochu, qui était une proche de François Fillon, qui était dans la campagne de François Fillon 2017, qui est très marquée sur les réseaux catholiques et qui, en fait, a quitté les Républicains peu de temps après 2017. Donc les thématiques, on retrouve souveraineté des États, donc eux insistent sur attention au coût,
l'Europe, on dépense trop, il faut réduire les budgets, il faut vraiment contrôler tout ça, etc. On a vraiment une posture très économique sur la compétitivité. Il faut un minimum de normes, il faut réduire la paperasse. On retrouve ça dans les débats. Mais alors, c'est pas nouveau, hein. Moi, je l'avais vu sur le travail détaché en 2014-2019. C'est, voilà, on a trop de papier, trop de paperasse, trop de contrôle, mais derrière, il y a trop, en fait, de régulation. Il faut vraiment déréguler au possible ou éviter d'avoir une régulation parce que, voilà, ça fait de la contrainte administrative, etc. Immigration et sécurité. Donc, vous voyez, quand même, sur les thématiques, on tourne un peu toujours autour de la même chose. Alors, juste un petit point quand même sur, puisque c'est pas la nouveauté, mais quand même, d'avoir autant de députés d'extrême droite au Parlement européen, c'est nouveau. Donc, est-ce que ces députés d'extrême droite ont des profils différents? Parce que souvent, on dit, bon, ils renouvellent la politique, sont des partis anti-système, ils sont différents, etc. Donc, voilà, ils sont fidèles à certaines thématiques, hein, qui ne sont pas les mêmes que d'autres groupes politiques. Néanmoins, sur les profils, est-ce qu'on retrouve des personnes différentes? Et là, ça fait partie des données que j'ai pu collecter les derniers mois. Là, concrètement, ce qui est sûr, c'est que ce sont plutôt des députés, des néo-élus au Parlement européen, notamment dans l'ESN, hein, on a quasiment que des néo-élus. Voilà, ils font de meilleurs scores que précédemment, donc il y a moins d'anciens que dans les autres groupes, mis à part à la GUE. Mais là s'arrête un peu la nouveauté, puisque si on regarde des indicateurs classiques comme retrouve-t-on des novices de la politique, donc politique professionnelle, c'est-à-dire jamais élu ou jamais été collaborateur politique, aux surprises, finalement, il y en a très peu. Ce sont des politiques, des politiciens de carrière, comme AECR notamment, ce sont les plus expérimentés avec les socialistes. Ce ne sont pas des nouveaux venus en politique. Au contraire, on a des personnes qui ont fait pas mal de politique. Vous allez voir, à ECR, on a beaucoup de personnes qui ont siégé dans des gouvernements au Parlement national. Alors bien sûr, c'est la délégation polonaise, puisqu'il y a beaucoup de circulation entre gouvernement, Parlement polonais et Parlement européen. Mais on retrouve aussi chez les patriotes, alors là, c'est souvent le profil des députés Rassemblement national, hein, une expérience au local, c'est une forme de professionnalisation, on passe d'abord par un mandat local, au niveau des élections régionales par exemple, et puis ensuite on passe au Parlement européen. Comme en plus le Rassemblement national fait de très bons scores aux législatives, le Rassemblement national a eu beaucoup de députés et donc a libéré aussi des places au niveau du Parlement européen. Enfin, voilà. Et du côté de ESN, on a une filière via les collaborateurs d'élus, et ça c'est très présent à l'AfD. On a tout un circuit, des carrières qui se font d'abord au sein du parti, avec des permanents, avec des assistants parlementaires, grâce au score, au très bon score de l'AfD, petit à petit, ces collaborateurs qui sont formés, fidèles au parti, deviennent élus, et donc on a ensuite d'autres collaborateurs qui vont être formés, etc. Juste quelques éléments sur les propriétés sociodémographiques. Donc, bon, la féminisation, la parité se situe pas forcément du côté de la droite et de l'extrême droite, comme vous pouvez le voir, hein, y compris le PPE. Hein, ce sont les niveaux les moins élevés. Hein, et à ECR, il y a seulement 22% de femmes. C'est vraiment très peu par rapport à la moyenne qui est qu'à 38%, hein, on est encore loin des 50%, sauf en France et dans certains pays scandinaves, mais 22%, enfin voilà, ça rejoint certaines délégations. Et juste pour l'anecdote, puisque certains partis comme le Rassemblement national se présentent comme des partis qui portent des intérêts des classes populaires, c'est pas dans ces partis-là qu'on retrouve non plus des ouvriers, on n'en retrouve pas plus en fait qu'ailleurs, puisque les classes populaires sont quasiment absentes, sont absentes chez ECR, chez les Patriotes, et on retrouve en fait un député du côté de SN, ce qui est à peu près le niveau dans d'autres groupes. Voilà, donc là où je voulais en venir, c'est mon dernier. On a un Parlement européen qui penche à droite. Donc on l'a vu sur la composition. Qu'est-ce que ça produit?
Donc ça veut dire que sur la distribution des postes, puisque la distribution des postes dépend de la composition du Parlement européen, forcément, on retrouve des députés de ces groupes-là à des positions de direction. Alors, on ne les retrouve pas forcément aux présidences de commission, puisqu'il y a une distribution, qu'ils font attention, etc., etc. Mais on a énormément, enfin, on a beaucoup de députés ECR, vice-présidents de commission. Il n'y en a aucun chez les Patriotes, il n'y en a pas à ESN, mais ECR étant plus fréquentable, considéré comme plus fréquentable, finalement, ECR a récupéré des postes par rapport aux vice-présidences. On a aussi une distribution de rapports parlementaires qui dépend de la composition du Parlement. Et là, aux surprises, le Rassemblement national, qui en fait n'avait quasiment aucun rapport, ou alors vraiment de tout petits rapports très techniques, c'était Gilles Le Breton, notamment prof de droit, qui se plaisait, enfin qui s'amusait à faire quelques rapports comme ça, etc. Comme juriste, voilà. Mais sinon, il n'y a quasiment aucun rapport au Rassemblement national. Et là, on apprend, avant l'été, que les patriotes vont diriger en fait la discussion. Et donc, le rapporteur sur les objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour 2040, on est en plein pacte vert, c'est donc au sein de ce groupe qu'on va avoir le rapporteur. Et ça, c'est du jamais vu. Et quand on connaît le freinage, l'opposition par rapport à tout ce qui a été fait, par rapport au Green Deal, par rapport aux politiques environnementales, à la réduction du coût énergétique, etc., etc., clairement, le rapporteur ne va pas aller dans le sens de ce qui avait été mis en place précédemment. Et ça, pour un certain nombre d'observateurs, pour un certain nombre de députés, d'ONG, etc., c'est ce qui beaucoup craignaient et c'est ce qui commence finalement à arriver. Alors, c'est peut-être qu'un rapport, mais là, c'est un rapport quand même très symbolique. Donc, ça veut dire que ça, cette distribution des rapports a été faite avec, quelque part, l'accord d'un certain nombre de groupes et a priori du PPE. Donc, les priorités du mandat. Alors, on a beaucoup parlé de Green Deal. 2019, surtout autour de 2019-2020. Là, on ne parle que de compétitivité, simplification administrative, c'est ce que j'évoquais. Il faut réduire les normes, il y en a trop de normes, etc. Lutte contre l'immigration illégale, et bien sûr, transition verte. Bon, apparemment, il n'y a plus de réchauffement climatique, donc tout va bien. On va en revenir une prochaine fois. Donc, c'est sur ces sujets-là. En fait, c'est vraiment sur ces sujets, mais on le verra après, mais où on va avoir, et on a déjà des convergences. Alors, ce n'est pas toujours si visible sur un texte, mais ça va être sur des petits amendements, ça va être des gros amendements. On a eu l'histoire d'un comité d'éthique sur la lutte contre la corruption qui a été retoqué à la fois par le PPE et les trois groupes en question. Voilà. Donc, il y a une quantité de petits votes, puisque bon, le PPE fait attention, il y a quand même une ligne rouge, on fait attention, etc. Mais néanmoins, sur un certain nombre de textes, sur un certain nombre de votes, on voit des convergences. Pourquoi ? Parce que les personnes se retrouvent sur ces thématiques-là, compétitivité, lutte contre l'immigration illégale, etc., etc. Mais bon, finalement, le grand gagnant de ces élections, même s'il a eu à peine plus de sièges que précédemment, c'est le PPE. C'est le PPE, pourquoi ? Parce que historiquement, donc, il y avait deux gros groupes, les socialistes et le PPE, et donc à eux deux, ils pouvaient faire des compromis puisqu'ils avaient la majorité. Ce n'est plus le cas depuis 2019, mais surtout, toute la gauche ne peut plus faire finalement une majorité en faisant un compromis, comme ça a été le cas de temps en temps, avec les ex-libéraux, Renew, le groupe de centre-droit. Puisque, avec l'ensemble de ces groupes, on n'a pas, je vais vous montrer une petite application qui est sympa, on n'a pas du tout de majorité. Donc, si je clique les trois groupes de gauche, vous voyez, on est à 126 de la majorité absolue. Je rajoute Renew, on n'est toujours pas la majorité. Et donc, ça veut dire que la gauche, les groupes de gauche, sont obligés de négocier avec le PPE pour faire passer des compromis pour avoir une majorité. Et ça veut dire que le PPE, en fait, est dans toutes les majorités. Souvent, alors on ne va pas avoir forcément The Left dedans.
on n'a peut-être pas les Verts sur un texte. Mais on va avoir PPE, Renew, Socialiste. Alors ça, c'est une majorité qui a deux compromis qui peut être possible. Mais le PPE avec pas mal de poids. Et ce qui a inquiété beaucoup de personnes suite au résultat, c'est qu'en fait, le PPE a aussi cette carte, c'est-à-dire de faire une majorité avec les trois groupes d'extrême droite. Et donc, bien sûr qu'on ne va pas avoir ce type de résultat sur un grand nombre de textes symboliques. Néanmoins, sur plusieurs petits textes, c'est une possibilité. Et donc, le PPE au centre du jeu et peut, de temps en temps, mettre la pression, regarder à sa droite, etc. D'autant plus que le PPE s'est pas mal droitisé, notamment la délégation française. Hein. Bon, alors, ils sont tout petits, hein, ils sont que 6, etc. Bon, ça a été monté par Ciotti, enfin voilà. Mais néanmoins, Bellamy était ultra offensif pendant la campagne des européennes sur l'immigration illégale, sur le Green Deal, enfin pour dire il faut arrêter d'embêter les agriculteurs, trop de paperasse, et puis il y en a marre avec les produits, etc. Anti-avortement aussi. Voilà. On fera un tour de questions peut-être après ou... Voilà, c'était... Moi, j'ai fini de parler. Je crois qu'il y a une question, allez-y. Vous avez montré qu'il y avait des nouvelles maladies qui pouvaient se former. Je me demandais si le cordon sanitaire existait toujours de l'extrême droite, puisque on a des possibilités de discuter par moment sur certains textes. Vous pourrez répéter, c'est pour le podcast, je suis désolée. Vous avez parlé de reformer de nouvelles majorités pour pouvoir voter des textes et de la possibilité de potentiellement discuter avec des groupes d'extrême droite par moment, pas tout le temps. Et je me posais la question donc, de l'avenir du cordon sanitaire qui avait été instauré. Est-ce qu'il existe toujours ou est-ce qu'il a tendance à disparaître? Non, mais il y a un cordon sanitaire, mais sur un vote, vous avez une somme de votes avec des groupes, et on l'a vu tout à l'heure, hein, tous les groupes ne votent pas de la même manière, et sur un certain nombre de textes, en fait, on va avoir les groupes d'extrême droite, alors eux-mêmes ne se retrouvent pas toujours sur les mêmes textes, mais qui vont voter ensemble. Et donc c'est la force du poids, en fait. Ils pèsent tellement lourd maintenant que sur tout un tas de textes qui pouvaient passer par le passé, via des compromis, là, on retrouve une alliance de circonstances. Et ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des compromis très visibles, même s'il y a quelques discussions ici ou là, mais le PPE fait attention quand même à ne pas trop s'afficher avec l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve aucune vice-présidence pour les Patriotes, et pour ESN est vraiment tout petit. Il y a quand même, il y a aussi un bloc de groupes qui vont quand même être attachés aux valeurs européennes et à dire nous sommes pour la poursuite de la construction européenne, pour développer et continuer à développer l'Europe. Et là, le PPE, c'est sa ligne rouge. C'est-à-dire que le PPE, quand même, n'a personne sur sa droite dans cette situation-là. Les autres souhaitent réduire, en fait, le poids de l'Europe. Donc, voilà. Il y a quand même un cordon, sauf que c'est aussi la politique que de jouer avec des rapports de force, et donc de se tourner vers les partenaires de Renew, les socialistes, pour dire oui, enfin, si vous n'acceptez pas cet amendement, si vous n'acceptez pas ce texte, l'extrême droite est prête à le voter, ou le CR soutient, etc. Donc, dans les négociations, les rapports de force internes, c'est très très compliqué. Avec cette puissance à droite, cette capacité de blocage de l'extrême droite. Une deuxième question et on passe, parce qu'il va y avoir, il y aura un temps pour les questions après. Allez. Une question rapide, merci pour la présentation. Beaucoup avaient peur après les élections, les dernières élections, qu'il y ait une fusion, qu'il y ait un gros bloc d'extrême droite, une fusion des trois groupes actuels. Est-ce que ça pourrait se concrétiser? On a vu que non. Mais il ne faut jamais oublier qu'au niveau européen, on a aussi des formations politiques présentes au national. Et donc le Rassemblement national, en fait, joue ses coups et son avenir au national en France. Et donc,
à faire très attention. C'est pour ça que le cordon avec l'AFD... Tu préfères ça? Ouais. Ouais. C'est pareil. Oui. Le cordon avec l'AFD, c'est ça. C'est de dire il ne faut surtout pas qu'on passe pour trop à l'extrême droite. D'ailleurs, ils s'attaquaient systématiquement. Moi-même, je me suis fait attaquer sur un plateau parce que j'avais qualifié le Rassemblement national de parti d'extrême droite. Et donc, il y avait toute une stratégie pour dire nous ne sommes pas un parti d'extrême droite, nous sommes un parti de droite. Voilà, c'est le jeu de se déplacer, de vouloir changer l'image du parti, etc. Donc, moi, j'y crois pas trop, la fusion entre ces trois groupes. Alors après, on voit des circulations, parce que certains ne se retrouvent pas, ou il y a trop de conflits entre certaines personnes, quoi. Marion Maréchal qui joue sa carte, voilà, le RN n'en veut pas. Zemmour, il est hors de question qu'il aille avec le RN, parce que sinon, il perd sa marque politique, enfin voilà. Mais donc c'est pour ça, ça reste assez divers, hein, cette galaxie d'extrême droite avec une AFD très offensive. Le RN en fait n'est pas dans le même cycle que l'AFD, quoi. Donc c'est pour ça. Bon, après, faut jamais dire jamais, hein.